Le Mbonguisho fait sa rentrée ici à Paris avec un invité qui nous vient du Congo-Brazzaville, précisément de Pointe-Noire. C'est une individualité politique, analyste des comportements socio-économiques et il est l'initiateur de la troisième voie. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi Monsieur Serge Ngouakamabe. Les Jeux africains sont tenus à Brazzaville. La cérémonie d'ouverture a été un succès franc et incontestable. Vous y avez été? J'ai eu les images, j'ai eu des vidéos, et pour corroborer un peu tout ce pressentiment-là, je suis allé sur le site pour constater combien cette cérémonie d'ouverture, oui, je précise bien, n'aurait pas pu être autre chose qu'un succès pour la nation. Les radicaux se sont tus. Est-ce que pour vous c'est une bonne attitude durant les Jeux? Mais je pense que ça a été de bonne guerre et je salue donc la sagesse qui a animé tant soit peu, le temps d'une trêve, toute la classe politique de mon pays. Alors, il y a quelqu'un qui a rompu cette trêve, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, quelques jours quasiment après les Jeux africains, soit 3 jours après, 5 jours, pardon, il a annoncé le référendum. En écoutant le président de la République, j'ai eu un malaise. J'ai eu un malaise parce que la voie qu'il ouvre depuis l'annonce du 22 septembre dernier, c'est une voie qui tend délibérément à tuer l'alternance, donc à porter un coup assassin à la démocratie. Le minimum de connaissances que nous avons nous éclaire en disant que ce référendum peut être tout sauf une voie juridique normale. Partagé avec Charles Zakai Boao, on peut aussi ce côté éthique, puisqu'il évoque en fait la politique et l'éthique, notamment dans l'attitude du président de la République aujourd'hui. Je ne partage peut-être pas avec le professeur Charles Boao, parce que c'est bien de se muer en donneur de leçons, mais j'aurais voulu aussi que cette éthique qui lui est devenue, comme par extraordinaire, chère aujourd'hui, j'aurais souhaité que cette éthique ait prévalu lors des événements malheureux du 4 mars, où ce professeur, ministre délégué à la Défense à l'époque, nous a demandé, nous, habitants de Wenzé, de regagner notre maison et donc de trouver la mort. L'éthique aurait voulu à ce moment qu'il dépose sa démission. À mon sens, on n'est pas trop loin, le Boao et l'actuel président. Ça ne peut pas servir de modèle. Le président a évoqué CBT dans son discours. Est-ce que vous pensez que ce consensus ne l'aurait pas obtenu à CBT? Je pense que notre classe politique n'est pas sérieuse. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas garde, si nous continuons à faire confiance à nos aînés, ben c'est nous, j'interpelle ma génération politique, celle qui a longtemps pris pour modèle nos aînés, si nous ne prenons garde, nous finirons encore dans de la farce. Parce que ce dialogue a été tout sauf un dialogue inclusif. Le président a évoqué CBT, il n'a pas parlé de Diatta, donc qui est l'autre dialogue en fait organisé par l'opposition. Non, M. Makosso, soyons sérieux. Franchement, vous m'excuserez, M. Makosso, mais le véritable monologue a été votre désormais célèbre dialogue de Diatta. Autant le dialogue de CBT, qui a bénéficié de la couche légale de l'État, n'a jamais été inclusif, autant le dialogue alternatif de Diatta, c'était un désordre. Voilà. Alors, ceux qui ont organisé ce désordre, comme vous le dites, Serge Ngouakamabe, ce sont ceux qui aujourd'hui se retrouvent sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Je vais parler de l'opposition, l'IDC et le FROCAD. Je ne reconnais pas une opposition dans l'alliance que moi je trouve incestueuse entre FROCAD et IDC. Ceux qui sont tributaires du bilan calamiteux de ce pays ne peuvent pas aujourd'hui s'ériger en donneur de leçons. Quand vous citez ces gens-là, le ministre Kombi, le ministre Zakari, Oba Blanchard, la ministre Mounari, le ministre Parfait Kolela, ils ont des comptes à nous rendre dans le bilan de l'actuel président de la République. Soyons lucides. Hein. Voilà. Alors, cette lucidité, Serge Ngouakamabe, j'espère que vous allez l'avoir aujourd'hui, notamment en abordant la question de la diaspora. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Déjà, quelle est votre perception de la diaspora congolaise? La diaspora, pris de façon éparse et pétrie de talent. Et le seul reproche, sinon le principal que je ferai à cette diaspora, c'est le fait de ne pas avoir les moyens de canaliser toutes ces énergies et converger vers une voie qui pourrait faire ressortir un impact au niveau du pays. Je vais vous faire mal. Aujourd'hui, si on doit évaluer l'impact de la diaspora politique au niveau de la politique congolaise de tous les jours, excusez-moi, mais cet impact est nul. Cet impact est zéro. Pourquoi vous ne commencez pas par trouver des passerelles pour que tout ce que vous entrepreniez ici ait des relais au pays? Sinon, à quoi ça sert de dérouler vos intelligences innombrables sur les réseaux sociaux uniquement? Parler d'impact de la diaspora politique, et pourtant, aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes à Brazzaville, quasiment 80% viennent de cette diaspora. Si vous enlevez l'actuel ministre de la Communication et celui désormais à la culture,
Oui. Ce sont vos seuls représentants. Encore que votre Thierry Mongala était beaucoup plus actif en tant qu'opposant sur les réseaux sociaux. Comme quoi... les réseaux sociaux payent. Non, comme les quoi... réseaux sociaux payent. C'est vous qui le dites, ça veut dire que chaque homme a un prix. Comme quoi, effectivement, chaque homme a un prix. J'ai été à l'époque étonné de voir que Thierry Mongala vienne blanchir un pouvoir qu'il a autant matraqué. Après les Quinois, on parle aujourd'hui des combattants du Congo-Brazzaville. La première victime a été le fameux colonel M. Innocent Peya. Ensuite, on a suivi le secrétaire général du PCT, M. Ngolo. Et enfin, on a vu l'ambassade cassée. Nous avons vu des agressions physiques sur certaines personnalités aux aéroports. On a vu aussi, tout dernièrement, une intrusion au domicile de la première dame, Serge Wakamabé. Est-ce que là, c'est une diaspora qui s'engage, qui est prête d'aller au combat pour vous? Oui, c'est une diaspora qui s'engage, mais sur le chemin de la honte. C'est la diaspora de la honte. Donc, les combattants pour vous, Serge Wakamabé, c'est la diaspora de la honte. Mais c'est quoi ce mimétisme inopportun? Alors, parlons-en. Alors, quand nous commençons à agresser physiquement nos compatriotes, jusqu'à aller dégrader un patrimoine d'État tel que notre ambassade, Monsieur Makosso, l'ambassade du Congo à Paris est beaucoup plus utile pour vous-même, diaspora, que pour nous, les blédards. Passez-moi l'expression. Alors, un peu de civisme ne fera du mal à personne. Alors, mon plus grand choc, c'est de voir ces donneurs de leçons sur la toile et de s'apercevoir que très rares sont ceux qui ont dénoncé les violences et la philosophie de ce que d'aucuns clament gaillardement comme combattant de quoi. Quand je vois une femme courageuse comme Sadio Morel Kanté faire l'apologie de ces combattants, je suis tout simplement éhonté. La violence, sous toutes ses formes, trouvera la modeste personne de Wakamabé pour la dénoncer. Et pourtant, certains dénoncent cette violence sociale aujourd'hui, et parfois même physique, vivent les Congolais du côté de Brazzaville. Et vous pensez qu'on justifie, passez-moi l'expression, on justifie une imbécilité en créant une autre? Quand on parle troisième voie, on voit Serge Wakamabé, et pourtant je disais tout à l'heure dans mes propos préliminaires, c'est qu'au Congo, on est dans un manichéisme quasiment traditionnel. Ou vous êtes avec le pouvoir, ou vous êtes contre. Et le centre aujourd'hui qu'on voit poindre à l'horizon n'est pas en soi un centre, puisque certains l'assimilent quasiment au pouvoir. Vous, la troisième voie, comment vous situez-vous, Serge Wakamabé? Bien avant de nous donner votre situation, déjà vous nous dites, c'est quoi exactement cette troisième voie dans un pays où on est habitué, soit on est pour ou contre le pouvoir?